Octobre, c'est le mois de la santé des femmes entre Journée mondiale de la ménopause, Octobre rose, santé des filles et j'en passe. Alors, j'ai voulu prendre le temps de reposer les bases du sujet et je reçois Catherine Grangeard qui est psychanalyste. Ensemble, on re-questionne le regard social sur la midlife. Parce que, pour Catherine, les médecins ne doivent pas confisquer le débat. Je vous laisse l'écouter. La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles quoi. Allez, venez. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Aude, bonjour tout le monde. Tu es Catherine Grangeard, psychanalyste, auteure d'un livre qui s'appelle « Il n'y a pas d'âge pour jouir » aux éditions Larousse, qui est paru il y a quelque temps et qui met les pieds dans le plat de la question du vieillissement et de la sexualité des personnes qui vieillissent. Oui, il est paru en 2020. Et c'est donc un des sujets sur lesquels tu travailles. Il y en a d'autres, notamment oui. L'obésité. Alors, je suis donc, comme tu l'as dit, psychanalyste, ce qui signifie que moi, je m'intéresse à l'être humain en général et tout particulièrement le rapport au corps. J'ai travaillé une vingtaine d'années avec des services de chirurgie de l'obésité, d'où les livres sur l'obésité. Et ensuite, le livre sur la sexualité après 50 ans, suite à une remarque d'un chroniqueur qui disait qu'après 50 ans, les femmes étaient invisibles sexuellement. Ce qui évidemment a déclenché un certain nombre d'agacements chez les unes et les autres. Ouais, c'était les propos d'Yann Moix. Moi, à l'époque, j'avais 41, 42 ans, j'étais encore loin de tout ça. Et ça m'avait pas tellement concernée, enfin, je m'étais pas tellement occupée de cette phrase. Et puis, il y a une personne de mon entourage, un peu plus âgée, qui avait un peu plus de la cinquantaine, qui m'a dit « Bon, c'est vrai qu'il a raison, hein. » Et ça m'a beaucoup choquée. Je me suis dit, en fait, c'est concret. Ça me parle à moi, ça parle à toutes les femmes, cette phrase, le fait qu'ils disent que les hommes pensent vraiment ça, que ce soit vrai ou faux. Il y en a quand même plus que un, puisque j'en avais trouvé un second. Et je dis, ah ouais, on sera vraiment plus baisable à 50 ans, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Mais comment c'est possible? Je savais pas. Et ça a commencé à me faire peur. Donc oui, je trouve que cette phrase, elle a résonné très largement. Elle a eu un impact chez les gens. Je me dis que si moi j'ai réagi comme ça, on a dû être nombreuses à se sentir visées, mal à l'aise en fait. Alors après, ça ne regarde que lui, hein. C'est lui et ses fantasmes, ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. Et c'est dommage pour lui qu'il ait finalement une imagination aussi limitée et une capacité à aimer aussi faible. Mais ça parle aussi de nous toutes. En fait, la personne qui a réagi en te disant « mais en fait c'est vrai », c'est ça qui est intéressant. C'est que ce phénomène social dépasse le monsieur X qui énonce ses préférences. Parce que ça le regarde effectivement. On n'a rien à en dire. On n'est pas la police des mœurs. En revanche, que dans une société, ce ne soit pas choquant, ça ne crée pas scandale, ni pour les femmes et quels que soient leurs âges, parce qu'effectivement, la jeune femme de 20 ans, de 40 ans, va un jour, peut-être, si tout va bien et qu'elle ne meurt pas avant, avoir plus de 50 ans. Et ce regard porté sur toutes les femmes de plus de 50 ans, ça pose question à toutes les femmes. Mais également les hommes, comment se construit un désir? Comment se construit une visibilité sexuelle? Qu'est-ce qui fait qu'on est regardé d'un certain œil, avec certaines lunettes, au-delà de la personne qui peut dégager des choses et autres? Et puis, comme disent certaines personnes, on peut être moche à 20 ans, à 30 ans et à 50, bien évidemment. Et la mocheté peut être quelque chose de très subjectif, puisque quand j'adore cette expression que j'utilise, alors je me cite moi-même, Vas-y. c'est le regard qui fait le beau.
c'est la façon dont on regarde quelqu'un qui va lui donner ce qu'on appelle la beauté. Mais la beauté est aussi fabriquée par des normes sociales, par comment on a éduqué nos regards. Et prenons les images de mode. Il y a un certain nombre de filles que moi je ne dirais pas belles, vraiment. Il faut vraiment aimer la maigreur pour dire qu'elles soient belles, la plupart des mannequins. En plus, elles font la gueule. Et donc, il y a quelque chose qui est fabriqué comme étant, ça c'est la beauté. Elle porte bien un vêtement, puisque l'histoire c'est quand même de mettre en valeur le vêtement. Et on en déduit que cette mannequin est une belle femme. Alors ça veut dire quoi aussi une belle personne? Est-ce que c'est uniquement dans les apparences? Et auquel cas, est-ce que le désir sexuel n'est fabriqué que d'apparence? Encore une fois, heureusement que non. Parce qu'il y aurait un tout petit pourcentage d'individus sur Terre qui seraient sexuellement désirables. Voilà. Donc, ayant la chance d'être psychanalyste, ayant la chance d'avoir travaillé avec des personnes en obésité, j'ai constaté que ces gens avaient une sexualité. Et que ce qui peut paraître moche dans la société, eh bien, si ces personnes ont une sexualité, ça peut signifier le contraire. Mais en revanche, elles ont des complexes, parce qu'elles ne sont pas dans les critères. Alors les femmes, c'est tout à fait ça. C'est complètement ça. Arrivées à un certain âge, sur le marché du sexe, elles déclinent. Pourtant, c'est plutôt les hommes qui déclinent en termes d'érection. Oui. Donc, il y a quelque chose qui te fait sourire, mais qui finalement est très, très agaçant. Parce que cette projection d'un problème qu'eux, ils ont, les femmes doivent endosser ce regard qui commence à se tourner vers des femmes de plus en plus jeunes. Le chroniqueur en question disait que lui, il n'a jamais changé. Il ne désire que des femmes de 25 ans. Ben ouais, mon pote, mais toi, t'as changé. Alors, est-ce qu'elle te désire? Est-ce qu'elle ne préfère pas la chair fraîche, elles aussi? Donc, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant dans la visibilité sexuelle. Pourquoi ça poserait un problème aux femmes de ne plus être regardées? Parce qu'au fond, on s'est beaucoup plaint au fur et à mesure de l'existence d'être trop maté. Oui, le harcèlement de rue, par exemple. C'est pas quelque chose. Que d'être... Il n'y a pas que du harcèlement de rue dans des cocktails mondains, d'être un peu regardé de bas en haut, de haut en bas. Bah parce qu'on est objectifié Voilà. dans ces moments-là. On est considéré que... Mais alors, lorsque le regard devient moins régulier, moins souvent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on regrette ça? Voilà. Ça, pourquoi on regrette de ne plus être l'objet qu'on va regarder? Pourquoi on regrette de ne plus être cet objet désirable? Pourquoi ça se passe comme ça? On pourrait se dire, ouf, je vais enfin pouvoir être libérée d'être cette viande. Mais parce qu'on veut exister malgré tout. Eh ben, tu l'as dit. Parce qu'il s'agit d'exister. Mais est-ce qu'on peut exister seulement en étant objet? Ou est-ce qu'il y a une autre possibilité? Et c'est là où je pense qu'on est dans quelque chose d'extrêmement intéressant, qui est, mais qu'est-ce que ça ouvre? Puisqu'effectivement, c'est vrai. C'est absolument vrai. Plus les années passent, et moins les regards se dirigent vers cette femme. Qu'est-ce qui va se passer pour les femmes? Soit elles essaient de rester, et donc le botox, les cheveux et tout ça, soit elles se disent non mais je veux pas être une autre que celle que je suis, celle que je me sens à l'intérieur. Donc je vais être telle que je suis. Alors moi j'ai rien contre les femmes qui préfèrent. Bah, la réalité, c'est que les femmes, elles se sentent à l'intérieur encore jeunes, au sens
avec un décalage entre l'âge ressenti et l'âge réel. Je tique sur le mot jeune. Oui, moi aussi. C'est pour ça que j'ai modifié ma phrase. J'ai dit un décalage entre l'âge ressenti et l'âge réel. Voilà. Au fond, c'est pas une valeur d'être jeune. Ça n'a aucune espèce d'importance d'être jeune. Ce n'est une valeur que si c'est le critère. Pour baiser. Voilà. Et pour être vu en tant que personne. Pour exister sur tous les plans, y compris sexuellement. Sur tous les plans. Et c'est ça qu'il faut changer. Moi, mon objet d'intervention depuis des années, c'est absolument pas rester jeune, mesdames. Non. En aucun cas. Je m'insurge contre les crèmes anti-âge qu'à partir de 30 ans, il faut se tartiner. Qu'on fasse les soins nécessaires pour avoir une jolie peau, ok. Mais en revanche, anti-âge, parce que vieillir serait une catastrophe. Mais dans ce cas-là, au secours, les amis, faut pas être content d'avoir un âge de longévité qui va s'accroître. Surtout pas. Il vaudrait mieux mourir. Il y a une marque de cosmétiques qui a décidé de changer ça et qui récemment a renommé toute sa gamme Pro-Âge. C'est Absolution et je trouve ça formidable. Alors, je pense qu'ils vont être suivis par d'autres. Mais ils ont été assez précurseurs sur ce renversement que je trouve très juste. Mais bien sûr. Il s'agit d'être l'individu que nous sommes. Et donc, en vieillissant, il y a quelque chose qui se passe, qui est vraiment intéressant. D'une part, ne plus faire partie de la société, c'est pas acceptable. Et d'autre part, s'aligner avec ce qu'on est soi-même. Et d'où l'importance d'être dans le pro-âge, d'être dans quelque chose qui affirme que, quels que soient nos âges, ce qui compte, c'est d'être la personne qu'on est. Et j'ai envie de dire, on va libérer en même temps les plus jeunes. Parce que les filles qui même ont 20 ans, enfin, on sait bien que 20 ans n'est pas le plus bel âge, et loin de là. Parce que le poids des normes est énorme à 20 ans. Pour correspondre à ce qu'on croit qu'il faut être, et sur tous les plans, on fait des entorses à nos valeurs, à notre éthique. En vieillissant, beaucoup, pas tout le monde, mais beaucoup, laissent tomber sur le bas de la route un certain nombre de choses. Alors, tu vas me dire, par choix, pas forcément. Mais on peut avoir un grand débat sur ce que le choix, sur ce qu'est la liberté, plus par ajustement avec le coût, le bénéfice, avec il faut arriver à exister sans se renier complètement. Alors, certaines vont se dire, pour ma part, j'y trouve un bénéfice d'être invisible, puisqu'on s'est là-dessus. Oui. J'y trouve un bénéfice parce que j'en avais marre, ou parce que j'ai horreur de la sexualité, ou parce que tatati tatata. Et puis d'autres disent, bah tiens, tant mieux, toujours dans celles qui y trouvent un bénéfice. Tant mieux, parce que ça me permet de repérer les gens avec qui j'ai quelque chose à voir, finalement. Parce que être que dans les apparences, c'est pas forcément un critère de réussite pour la rencontre. Et puis, un certain nombre de femmes vont se dire, bah, puisque c'est comme ça, nécessité fait loi. Qu'est-ce que je gagne avec la ménopause? On sait ce qu'on perd, hein. On sait que on n'aura plus la possibilité d'avoir des enfants. Alors, tu vas me dire, mais chaque fois qu'on fait l'amour, on n'a pas envie d'avoir un enfant. Je te dirais, tu as raison. Mais c'est quand même important de se dire, tiens, avec tel, imaginons que je rencontre là tout de suite l'homme de ma vie, j'aurais peut-être envie. Ben non, c'est fini. Voilà. Et ça, c'est très dur, je trouve. Oui, bien sûr. Et c'est la vie, tu vois. C'est qu'est-ce que je fais avec cette nouvelle donnée de mon existence. Mais comme d'autres ne peuvent pas avoir d'enfants parce que je ne sais trop quelle raison, et c'est comme ça. Donc, il y a un certain nombre de choses
qu'on ne peut pas faire, qu'on n'a pas la possibilité de faire, que d'autres ont la possibilité. Ainsi va la vie. Toi, il y a quelque chose d'acceptation qui, au fond, est très... c'est libérateur comme façon de se diriger dans la vie. J'ai fait une interview avec une femme et tout ce que tu dis, ça résonne beaucoup pour ce que j'avais enregistré avec elle, parce que d'abord sur la séduction, elle dit qu'elle ne le savait pas, mais qu'elle était la plus belle femme du coin quand elle était jeune, et que les hommes osent lui dire seulement 30 ans plus tard, et ça lui fait un choc, et qu'aujourd'hui elle s'estime trop moche, que c'est fini pour elle. Elle oserait plus en fait maintenant, alors que franchement elle est bien. Mais elle se met ses barrières à elle toute seule. Elle se dit non, maintenant c'est fini, voilà, je suis célibataire, je fais avec, c'est comme ça, j'oserais plus maman montrer nue devant un homme, vraiment j'oserais pas. Donc tout ce que tu dis là, on le retrouve à 100%. Et que c'est que quand elle a été dans l'acceptation des symptômes et aussi qu'elle ne deviendrait plus jamais la jolie nana du quartier, que les symptômes se sont atténués. Bien sûr. La force psychique sur notre corps, elle est absolument énorme. Elle est phénoménale. Donc il y a une articulation entre le psychisme et le corps. La façon dont on appréhende quelque chose, dont on s'attend à ce que ça va se passer, la façon dont on vit la chose lorsqu'elle se passe, amplifie, diminue et tout ça et tout ça. Donc le travail psy est éminemment important pour ce type de passage de la vie. Ouais. Dans la ménopause, il y a des femmes qui souffrent le martyre et d'autres pour qui tout se passe très bien. Une partie, c'est la génétique, une partie, c'est le corps et tout ça. Mais pas que. On a des études dont j'ai parlé dans le bouquin que tu as cité tout à l'heure, je te remercie. Eh bien, on a des études qui montrent que les femmes à la campagne vivent beaucoup, beaucoup mieux la ménopause que nos cadres supérieurs citadines. Pourquoi ? Tout simplement, c'est pas qu'elles soient différentes, ces femmes-là, tout simplement, le corps est beaucoup plus accepté quand tu es fermière, parce que tu vis avec la nature, avec des animaux, etc., que quand tu es cadre supérieur, où il faut être toujours impeccable, que le corps s'efface. On n'a pas parlé des règles au moment où on avait nos règles, on n'en parle pas au moment où on les a plus. Il y a quelque chose à gommer, à cacher chez les femmes CSP+. Et comme la norme, elle est quand même édictée avec des médias, des trucs, des machins, eh bien, on gomme toute une partie de manifestation du corps. Et lorsque le corps se manifeste, il nous fait souffrir. Alors que c'est absolument normal d'avoir des bouffées de chaleur, d'avoir des insomnies, d'avoir des trucs. Mais si on les accepte, si on ne se bat pas contre, si on ne joue pas une partie de nous contre une autre partie de nous, ça va couler, ça va beaucoup mieux passer. Ça ne va pas diminuer l'intensité chez certaines de symptômes, mais pour beaucoup, en les acceptant mieux, on se détend. Et ça va beaucoup mieux. Voilà. L'importance de parler de la ménopause, de faire ces journées internationales, de parler toute l'année de la ménopause, cette importance, elle est là. Quand Macron, il a proposé le 8 mai 2024 une commission parlementaire sur la ménopause, on a été un certain nombre à sauter de joie. Mais oui. Enfin, un président de la République d'une nation importante met ça sur la table. Pense que le fait de parler de ce qui va se passer pour toutes les femmes à partir de la cinquantaine, ou parfois plus tôt pour certaines, mais en tous les cas, ça va se passer si on est encore vivante, j'insiste, eh bien, ça va changer les choses. Oui, c'est un sujet. Et comme la population vieillit de plus en plus, comme il y aura de plus en plus de temps entre la cinquantaine et aujourd'hui, on dit que la moyenne d'âge de vie pour une femme, c'est 85 ans. Donc, ça nous fait quand même 35 ans. À peu près autant de temps que les années où on a eu nos règles.
Donc c'est quand même super intéressant de voir que ce n'est pas quelque chose qu'il va falloir mettre sous silence, parce que c'est une grande partie de notre vie. Tout autant nous avons été fécondes que nous ne le serons plus. Tout autant nous avons eu des règles que nous ne les aurons plus. Et pourtant, on restera femme. Voilà, c'est de ça dont je veux qu'on parle et à quoi je voudrais qu'on réfléchisse. Quelque chose va dans notre sens de toute manière. Nous serons de plus en plus nombreuses, donc on en parlera de plus en plus. Et beaucoup de femmes qui ont existé socialement vont dire « mais de quel droit vous déciderez que moi, je n'ai plus d'existence sociale, sexuelle, que je serai seulement une grande-mère ». Non, au secours. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas pensable comme ça. Quand on mourait très jeune, évidemment qu'il n'y avait pas beaucoup d'années de ménopause, donc et pas beaucoup de femmes dans cette catégorie. Donc, c'était passé sous silence, je l'entends bien. Il y avait toujours des femmes qui vivaient très longtemps, mais effectivement, elles étaient trop peu nombreuses. Voilà, c'était minoritaire. Là, aujourd'hui, quand on regarde les prévisions, non, les personnes qui auront plus de 50 ans vont être majoritaires dans notre société. Ça, c'est la démographie qui nous attend, oui. Mm-hmm. Absolument. Et toutes les études s'inquiètent, bien sûr, de ce qui va se passer, puisque ensuite, il y aura l'histoire de la retraite et comment les générations qui vont être au travail seront minoritaires par rapport à celles qui ne le seront pas, entre celles qui sont jeunes, qui étudient, et celles qui sont vieilles, qui ne travaillent plus. Le système social va être à repenser. Mais dans nos têtes, les choses vont bouger. Peut-être, il y a quelque chose, on est dans le sens de l'histoire. Alors, comme on n'a pas forcément le temps d'attendre encore 20 ans pour que ça bouge, on va essayer d'énoncer un certain nombre de faits pour montrer que les femmes ne vivent plus du tout la ménopause de la même façon que nos grands-mères. Tout simplement parce que le fait d'être nombreuses, on échange avec les copines, et toi et machin, ben non, c'est pas si terrible, etc., etc. Et est-ce que les gens ont encore une vie sexuelle ? Là aussi, les sondages sont très pertinents puisqu'ils montrent que oui, la vie sexuelle dure très longtemps. Alors, peut-être ça évolue parce que physiquement, les choses évoluent. C'est ça, c'est que finalement, ce qui se passe pour les femmes, c'est que vers 45-50 ans, quand il y a la transition, la phase de périménopause, moi, ce que je vois, c'est que c'est très brutal, c'est très étonnant pour les femmes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, qui n'ont pas l'information, qui ne font pas le lien entre la ménopause et les symptômes, parce que la ménopause, pour elles, c'est quelque chose qui va arriver dans très longtemps et qui ne se représente pas ce que c'est. Et donc, c'est difficile à vivre, et ça a un impact sur la sexualité, parce que ça peut aussi faire baisser la lubrification, donc c'est nouveau. Et puis ensuite, j'ai l'impression que les femmes, elles apprennent, elles découvrent une sexualité différente, en tout cas, elles apprivoisent ce nouvel état, et c'est reparti pour un tour. En tout cas, pour celles qui veulent, et après, il n'y a plus de problème. Elles gèrent leur sexualité comme elles l'entendent, et elles sont très à l'aise avec, et elles ont une plus grande confiance en elles et en leur corps, et elles ont moins de tabous, etc. En fait, la sexualité, c'est pas simplement dans la culotte que ça va se passer. C'est dans la tête d'abord. Le désir, voilà. Comment se constitue le désir ? Qu'est-ce qui fait qu'il soit renouvelé quand on est en couple ? C'est plus compliqué, de toute manière, que des jeunes couples, même pour les personnes âgées. Mais ça, c'est des questions à se poser au plan individuel. Chacun, bien sûr, dans son cheminement. Mais il y a aussi une question collective bien sûr, qui est posée par la Journée mondiale de la ménopause le 18 octobre, qui est vraiment l'occasion de s'en saisir et d'y réfléchir. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que dans la société, les messages qui infusent n'abîment pas l'estime de soi des femmes et permettent de traverser ça de façon plus heureuse. Surtout, il ne faut aucun message simpliste. De dire quelque chose qui serait trop un message positif. Ça ne va pas. Parce que dans ce cas-là, la femme déprime encore plus en se disant
Bah, les autres, elles y arrivent, moi pas. J'en ai vu tellement sur Instagram des messages comme ça. Regardez, la ménopause heureuse, je fais du sport, je mange bien, regardez comme ça se passe bien. Oh. Voilà. C'est horrible. Donc c'est absolument déprimant pour beaucoup. Tous ces messages simplistes vont à l'encontre de quelque chose qui peut être bénéfique pour la personne. C'est pour ça que je détaille un peu, peut-être trop, je ne sais pas, que je détaille un peu la complexité en fonction de qui on est. Collectivement, vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Parce que le nombre, je viens de le dire statistiquement, sociologiquement, parce qu'on en parle de plus en plus. Il y a 10 ans, quand c'était quoi la journée mondiale de la ménopause ? Il suffit de faire une recherche historique sur le net, on verra bien qu'il ne se passait rien. Alors que là, oui, il y a beaucoup d'émissions, il y a beaucoup de podcasts, il y a beaucoup de sujets. Donc oui, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Mais si vous voulez que pour vous, ça s'arrange là, maintenant, tout de suite, tout ce qui est simple, les populistes, ils adorent les choses simples. Moi, je les aime pas. Parce que tout ce qui est simple est menteur. Nous sommes des individus avec des histoires individuelles, personnelles. Et on est dans un monde social, collectif, culturel. La ménopause n'est pas vécue de la même façon, ici même en France, à la campagne et en ville, selon les CSP. Alors, je vous laisse imaginer sur toute la planète la différence qui peut se passer. Donc, non, ici, pour les gens qui écoutent ce qu'on est en train d'échanger, ce qui peut être super important, c'est d'avoir un espace où on peut penser et discuter la question de la ménopause, que l'on soit ou pas concerné, parce qu'on peut être plus jeune et se dire « ça me regarde pas », bah si, cocotte, parce que quand tu vas vieillir, ça va te regarder. Et la façon dont on regarde les femmes ménopausées, c'est la façon dont on regarde les femmes en général. Faut pas l'oublier tout de même. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire toujours « ça ne me concerne pas ». Parce que moi, je vis ça très bien, parce que je sais pas quoi, parce que, etc. Ou les hommes, parce que de toute manière, j'aurais pas de ménopause. Je ne suis pas d'accord avec tout ça, parce que collectivement, nous sommes dans le même bain. Et donc, les femmes à partir de 50 ans sont-elles des vieilles femmes ? À partir de quel âge on est vieille ? Comme disait le bouquin d'une de nos collègues. Vieille, c'est à quelle heure ? Il y a quelque chose dans l'âge qui se voit, donc on peut dire, tiens, cette personne, elle a genre tel âge à peu près, et quelque chose qui ne se voit pas. Comme tu l'as dit tout à l'heure, la façon dont on se vit. Au fond, par moments, on est ramené uniquement à ce qu'on voit de nous, et on voit dans les yeux de l'autre qui on est. Puis d'autres moments où on n'existe que par rapport à ce qu'on se ressent. Bon. Tout ça, c'est variable. Peut-être c'est encore tout ça qui est super important pour chacune d'entre nous, c'est de ne pas se laisser définir uniquement par un des critères, c'est-à-dire l'extérieur ou l'intérieur, parce que c'est variable. Je ne suis ni uniquement celle que je me sens être, parce que je ne peux pas me réduire à moi, enfin, sauf les super narcissiques, mais au secours. Mais je ne suis pas non plus uniquement l'objet que je vois dans les yeux de l'autre. Et cette articulation des deux va faire que par moments, on va se sentir très en colère par ce regard qui nous annihile, et que par d'autres, on oubliera complètement, jusqu'au moment où nos articulations nous le font rappeler. C'est ça, les articulations. Alors justement, pour lutter contre les douleurs articulaires, il y a une réponse qui est le traitement hormonal de la ménopause. Et aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé a des recommandations qui ne sont pas alignées sur celles des sociétés savantes de gynécologie, sur pas les modalités, mais les raisons d'administrer ou non le traitement hormonal de la ménopause. Et donc, une des raisons de cette mission parlementaire, c'était de faire le clair là-dessus.
et de voir s'il était possible pour la Haute Autorité de Santé de revoir ses recommandations et de pas dire le traitement hormonal, c'est que pour 5 ans maximum, c'est que pour soigner les symptômes du climatéraire sans prendre en compte les bénéfices santé que peut apporter le traitement hormonal pour des femmes qui seraient à risque d'avoir de l'ostéoporose plus tard, qui auraient un risque de diabète ou un risque cardiovasculaire et qui pourraient bénéficier du traitement hormonal pour d'autres raisons que simplement mieux supporter des symptômes lourds à un moment donné. Et toi, tu as eu un discours là-dessus, tu as dit, mais attention, le traitement hormonal, c'est très bien, mais il faut surtout pas que ça masque le vrai discours qu'on vient d'avoir là, pendant une demi-heure, sur lequel on a échangé et qui est beaucoup plus profond que simplement aller donner un médicament et dire on a réglé le problème. Moi, j'ai très peur dès que j'entends traitement. Parce que quand on parle traitement, on parle maladie. Ça me semble très dangereux. On vient de le dire. La façon dont on va appréhender un phénomène va induire la façon dont on va le vivre, ce phénomène. Si toute la prévention, elle est du côté des médicaments, elle est du côté de ce que la pharmacie va pouvoir nous vendre, je crains très fort que ce soit pire. On a besoin, et c'est pour ça que j'étais contente de cette mission parlementaire, de ne pas donner seulement aux médecins les clés de notre bien-être. Lorsque on va réfléchir sur l'être humain qu'est la femme qui va être en ménopause ou qui est en ménopause. Lorsqu'on va réfléchir collectivement à cela, j'ose espérer qu'il y aura moins de labos pharmaceutiques autour d'une table que de psychologues, de sociologues. J'ose espérer que parmi ces personnes expertes, on pourra parler phénomène de société. On pourra parler des abords féministes. On pourra parler de l'être humain dans la société en général. Si on médicalise, on aura tout faux. Parce que ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'une transition, ce n'est qu'un processus. Ce n'est pas quelque chose à soigner. On a besoin tout autant de parler de la ménopause qu'on parlait de la puberté. Lorsque les fillettes vont avoir leurs règles, on commence à leur expliquer ce que c'est, pourquoi faut pas avoir peur, comment ça va se passer, est-ce que ça fait mal, tatati, tatata, ce que ça signifie. Lorsque les femmes n'auront plus leurs règles, quel silence sidéral! Alors oui, ça peut faire peur et mal. Alors que quand les jeunes filles vont commencer à avoir leurs règles, c'est pas si grave d'avoir une petite crampe dans le ventre. Il n'est pas joyeux de penser à notre fin. Il n'est pas joyeux de penser que, allez, on a encore 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie en bonne santé devant soi. Donc, tout ceci fait partie de la question de la ménopause. Parce que le vieillissement fait partie de cette question. C'est pour ça que je ne saute pas de joie quand on dit comment faire que les femmes se sentent bien dans leur peau. Mais elles se sentiront d'autant mieux dans leur peau qu'on va parler à leur cervelle, qu'on va parler en réfléchissant sur ce que ça veut dire tout ça. Et pas simplement en révolte. Ouais. La limite dans ce que tu dis que moi je vois, c'est que les statistiques disent que pour 25% des femmes, les symptômes sont vraiment lourds. Autant pour 25%, il n'y a rien, 50%, on la sent passer, 25%, vraiment pas facile du tout. Et j'ai eu ce témoignage de Luce que j'ai interviewé cet été, elle vit au Canada, et ce qu'elle dit, c'est que la première étape pour elle, c'était de prendre le traitement hormonal pour déjà pouvoir revivre, dormir, refonctionner. Et qu'à partir de là, elle a entamé un travail, elle a évolué dans sa vie, elle a fait le deuil de ce dont il fallait faire le deuil, elle a été dans ce chemin d'acceptation, elle a pu renaître en tant qu'une personne aujourd'hui très épanouie.
mais que sans le soutien du traitement hormonal, elle avait même pas les ressources en elle pour le faire. Ça ne doit pas être la seule réponse. Mais c'est pas non plus une réponse à mettre de côté, d'autant plus qu'on voit qu'aujourd'hui, les femmes qui sont traitées sont très peu nombreuses et que très probablement, il y a des femmes qui vivent cette très grande souffrance et qui ont des préjugés très négatifs sur le traitement hormonal. Elles ont peur d'attraper un cancer du sein, par exemple. Elles ont peur de ne pas être bien suivies, ça c'est une réalité, parce qu'il y a quand même un problème de désertification qui font que si elles n'habitent pas dans un centre-ville actif, elles n'auront peut-être pas les bons gynécos ou les bons médecins qui connaissent bien la ménopause pour les suivre, et ça c'est un problème pour elles. Mais que quand même c'est une réponse et qu'il faut la promouvoir aujourd'hui. Il ne s'agit pas de la retirer. En revanche, penser que ça va faciliter cette transition pour les femmes, ça c'est très dangereux. Comme je te l'ai dit, j'ai travaillé plus de 20 ans avec des services d'obésité. J'ai eu des milliers de patients. Qui voyait-on parmi ces patients? Des individus qui souffraient dans leur corps, des individus qui venaient chercher une solution pour tout résoudre. Certains cherchaient la solution miracle. On l'a aujourd'hui, c'est l'Ozempic. Eh bien, que tous ces médicaments, que les chirurgies soient utilisées à bon escient, c'est pour ça que j'ai travaillé dans ces services. Je ne suis pas contre. Mais en revanche, que ce soit la solution miracle, on s'insurge quand on connaît la question. On dit, mais vous vous trompez. Non, je ne veux... Comment ça, vous me refusez l'accès, machin? Oui, je vous dis que c'est pas bon pour vous. Eh bien, tu vois, dans la ménopause, je prétends exactement la même chose. Ce ne sera pas bon pour un certain nombre de femmes qui en attendraient autre chose que ce pourquoi c'est fait, qui en attendraient la possibilité de passer facilement cette étape. Pour certaines, l'étape va être compliquée parce que quelque chose de l'âge doit être accepté. Et peut-être après, les symptômes peuvent être traités. Si on prend la question dans l'autre sens, je crains fort qu'il y ait vraiment du grabuge. C'est-à-dire que les femmes éludent la question de leur propre cheminement de vie? C'est-à-dire qu'elles passent à côté? Oui, parce que c'est beaucoup plus facile d'espérer en prenant des comprimés, de ne pas avoir de difficultés à cette étape de vie. Parce que si tout est compris comme un problème physique qu'il s'agit de traiter, eh bien, moi-même, je pense que la cure de jouvence serait extraordinaire. Quelque part en nous, on a envie de croire au prince charmant. Quelque part en nous, on a envie que ça puisse être évité. C'est pas super jouissif. D'où l'importance d'en prendre conscience pour pouvoir trouver en soi ce qui est important, ce qui va être essentiel, ce vers quoi on va miser. Et c'est là où la personne, cette femme, grandit, pas simplement vieillit. Ouais. Et ça, moi j'ai le sentiment que je le fais à travers mes podcasts, c'est-à-dire que à travers la multitude d'exemples de parcours de femmes qui racontent ce cheminement et comment elles l'ont dépassé, c'est de la nourriture pour toutes les autres femmes pour justement elles-mêmes trouver leur propre chemin. Donc quelles sont pour toi les bonnes voies? Il faudrait que chacune ait son psy ou est-ce qu'il y a d'autres moyens d'y parvenir? Que chacune ait son psy, non. En revanche, qu'on ne soit pas dans quelque chose de superficiel, oui. Si on est en train de discuter ensemble, c'est parce que moi je considère que oui, ton podcast,
les livres, les articles, les émissions, etc., c'est très important qu'il y ait la possibilité d'en parler, mais d'en parler ouvertement, sans sourire, sans ricanement, sans bêtise, qu'il y ait la possibilité, pourquoi pas, d'aller chez un psy en disant « mais oui, c'est vrai, j'ai besoin de faire le point parce que là, cette étape de vie que j'ai devant moi me stresse. » Mais tu sais, le sous-titre de mon bouquin, c'était « La retraite sexuelle n'aura pas lieu ». Et je me suis dit en pleine réforme de retraite de dire qu'il n'y aura pas de retraite. Mais c'est vrai que je reçois tellement de gens qui sont malheureux à la retraite tout court, que ça me paraît, toi, il y a des idées reçues complètement nécessaires à retravailler. D'où la ménopause. Une idée reçue que ce serait que physique, qu'un traitement, et qu'on va se battre pour les traitements. Ouh, doucement, 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 doucement. Qu'on puisse obtenir les traitements qu'il faut en fonction des pathologies, bien sûr, enfin, pourquoi moins à la question de la ménopause que quand les femmes ont mal au ventre pendant leurs règles. Enfin, c'est du même acabit, tout ça. Et il me semble qu'on aura vraiment avancé, vraiment gagné, lorsque cette étape de vie sera une étape de vie tout aussi à discuter que l'adolescence, que la maternité, et le grand âge. Oui, gageons que oui, que le sujet va sortir de plus en plus, en tout cas qu'il va être de plus en plus présent dans la société. Sûr. Ça, c'est sûr. Le sujet ne peut que sortir. Les courbes du vieillissement le prédisent. Donc là, je peux te faire un pari à $5,000. Et qu'effectivement, ça soulage les femmes de tous les non-dits actuellement qu'elles subissent. Ouais. Et de tout ce qu'elles encaissent sans même en avoir vraiment conscience, de tous les préjugés dont on est tous victimes finalement, parce qu'ils se sont passés de génération en génération. Et il faut maintenant les dire pour les faire disparaître finalement. Les nommer, c'est... Bien sûr, lorsqu'on nomme quelque chose, on fait exister. Pour revenir sur... une autre grosse partie de mon travail, quand la grossophobie est entrée dans le dictionnaire il y a seulement 7 ans, on a fait un grand pas. Ça voulait dire quoi, la grossophobie? Ça voulait dire... Il y a vraiment des gens qui aiment pas les gros et qui les regardent mal, et qui se moquent, et qui les harcèlent, et à tout âge, que ce soit au collège, enfin à l'école. Les sobriquets. Et c'était pas que dans leur tête, en fait. C'était pour de vrai, c'était bien ça, sûr, en fait. Bien sûr, évidemment. Et voilà, c'est une discrimination. Et le fait qu'on ait le mot a ensuite ouvert des portes pour parler du phénomène. Ouais. Tu sais bien que mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur à l'existence. Et donc, la ménopause, le mot existe, le phénomène existe, il est reconnu médicalement, patati patata. Mais en revanche, on continue à en sourire, on continue à faire des blagounettes, on continue à tenir des propos. Oh ben ça n'engage que moi. Oh ben enfin, peut-être, mais retiens-toi. Ne dis pas publiquement certains propos qui, avec d'autres adjectifs, seraient punis pénalement. Donc, il y a des moments où l'opinion devient un délit. Dans la question qui nous a occupés là, des femmes invisibles sexuellement, il faut y réfléchir. C'est ce à quoi nous a amené la visibilité de cette phrase. Et si ça a fait réagir, donc 2019-2020, c'est bien, parce que c'était plus acceptable dans notre société. Et il y a quelque chose, on parle de la culture du viol, mais il y a quelque chose de la culture du rire autour d'un certain nombre de catégories de population. Eh bien, les femmes ménopausées font partie de cela. Donc, voilà, tout ça, en évoluant, vont décomplexer les gens, les femmes, vont décomplexer l'approche de nos symptômes et vont les diminuer, tout autant qu'un médicament, je le présume. En revanche, qu'on traite évidemment les gens qui en ont besoin, faut être
sadique pour s'y refuser. Merci beaucoup. Je crois qu'on a parlé de beaucoup de choses. C'était un très beau tour et j'espère qu'on verra beaucoup de papiers dans la presse à l'occasion du 18 octobre et beaucoup de prises de parole pour utiliser cet événement pour faire avancer le discours là-dessus. J'espère. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Aude. Si vous avez envie de prolonger l'expérience, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. C'est mon espace caché pour penser au calme. Vous trouverez le lien dans le descriptif. Et puis aussi, j'adorerais que vous veniez me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. On se parle sur Instagram ou sur LinkedIn, c'est comme vous préférez. J'ai hâte de vous entendre. À très vite.